Un dédale de canaux et de mangroves, nous sommes dans les Everglades au sud-ouest de la Floride. Un vaste territoire naturel protégé, habité par des oiseaux, des alligators et des lamantins. Il y a un siècle encore, le lamantin peuplait toutes les côtes des Antilles et de la Caraïbe. Victime de la chasse et de la pollution, l'animal est aujourd'hui en danger d'extinction. Il a complètement disparu entre Porto Rico et Trinidad, en danger partout, sauf en Floride. L'État fédéral compte la plus grande colonie de la région, plus de 3000 lamantins, et les touristes viennent de loin pour les observer. Regardez tout autour, car on ne sait jamais où on va les voir. Ils peuvent être à la surface, devant nous, derrière, n'importe où, vraiment. Les lamantins craignent l'eau froide. Du coup, à la sortie de l'hiver, ils viennent dans ces canaux aménagés pour trouver de la chaleur. Ils sont là, vers l'échelle. Vous avez vu celui-ci? Je les aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont gentils. Enfin, ils en ont l'air. J'ai pas peur d'eux. On fait entre 1 et 6 voyages par jour. En ce moment, on est très occupé. C'est la haute saison. Tout le monde vient en Floride. L'entreprise a 6 bateaux et tous tournent toute la journée. Dans les années 70, il y avait beaucoup de construction en Floride, un vrai boom immobilier. On a construit partout, remblayé des canaux pour pouvoir bâtir, et ça détruisait l'habitat des lamantins. C'est pourquoi ils ont été inscrits sur la liste des espèces menacées. Dans cette région, je pense qu'il n'y aura plus de construction. Depuis Marco Island jusqu'aux Keys et à Miami, toute la pointe sud de la Floride a été décrétée espace naturel protégé. Malgré ces efforts, les lamantins souffrent de leur promiscuité avec les humains. Première cause d'accident, les blessures infligées par les hélices des bateaux. Elles peuvent être fatales à moins que les animaux soient conduits, comme ici, dans un centre de soins. Chaque année, le Seaquarium de Miami accueille en moyenne entre 10 et 15 lamantins. Ils sont soignés et remis en liberté quand c'est possible. Phoenix est arrivée en 1993. Elle était bébé, elle a été heurtée par un bateau. L'hélice avait arraché les 3/4 de sa queue. Elle est paralysée de tout l'arrière. Vous voyez, elle bouge seulement ses nageoires avant. Donc elle est une résidente permanente. Elle ne peut pas être remise en liberté. Juliette aussi, qui a presque 60 ans, ne pourrait pas survivre. Elle reste ici. Le lamantin, c'est l'une des premières attractions du Seaquarium. Ces gros mammifères végétariens placides et sociaux fascinent le public. Les lamantins sont herbivores, ils mangent des fruits, des légumes et des algues. C'est fou parce qu'ils sont énormes, mais c'est leur régime alimentaire. Ils peuvent peser entre 1600 et 2400 kilos. Enfin, en moyenne, parce que Juliette pèse 6 tonnes. Elle est très grosse. On les appelle aussi vaches des mers, même si les lamantins n'ont rien de bovin. Ils seraient plutôt des pachydermes. En fait, ils sont de la famille des éléphants, c'est leur plus proche cousin. Comme eux, ils ont des ongles. Ils ont une peau qui ressemble à celle des éléphants. Et leur museau aussi est ressemblant. Ils utilisent leur trompe pour mettre des aliments dans leur bouche. Ils arrachent les algues avec ce museau. En Floride, les lamantins figurent en bonne place dans les guides touristiques. Ils sont devenus des arguments pour attirer les visiteurs. Un exemple que la Guadeloupe aimerait suivre. Le projet d'y réimplanter des lamantins progresse. Ferdi-Louisi, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Vous êtes le président du Parc national de la Guadeloupe, également vice-président de l'Agence nationale des aires marines protégées, donc en rapport direct avec le Sanctuaire AGOA. Absolument. Une agence qui gère l'ensemble des aires marines protégées de France, à la fois sur le continent, le littoral hexagonal, mais aussi en Outre-mer pour une grande partie. Alors, on parle depuis quelques années, j'ai envie de dire que c'est l'Arlésienne de la Guadeloupe, de la réintroduction des mammifères marins, en l'occurrence des lamantins. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Sujet qui suscite beaucoup de passion et qui avance très bien d'un point de vue scientifique, d'un point de vue politique,
d'un point de vue social, puisqu'il y a ces 3 critères qui font que nous devons conduire ce projet. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux, à la fois sur l'aspect écologique, mais aussi sur l'aspect politico-économique, puisqu'on sait parfaitement que ça va amener à changer quelques habitudes, notamment pour les usagers de la mer, que sont les pêcheurs, mais aussi les plaisanciers, et puis les familles qui traditionnellement ont un intérêt particulier à des activités nautiques. Avant d'y venir justement, où cela va-t-il se passer? Où cela devrait-il se passer? Alors la réintroduction devrait se passer, si tout va bien, dans le Grand Cul-de-sac marin, et notamment sur la grande rivière à Goyave, puisque ce mammifère, le lamantin, doit évoluer en eau douce et eau saumâtre, entre la jonction entre la rivière et la mer. Donc, c'est vrai que c'est leur élément naturel. C'est leur élément naturel, et c'est ce qui fait la particularité de ce mammifère. Alors combien de mammifères justement de cette espèce? Alors nous avons prévu, pour réussir ce programme scientifique, une réintroduction de 15 lamantins, à savoir 5 mâles et 10 femelles pour la reproduction. Je remarque que la parité n'est pas respectée. Là. Non, parce qu'il faut, sans misogynie, il faut plus de femelles que de mâles pour réussir la procréation sur Terre, d'une manière générale. J'aime vous l'entendre dire. C'est pas misogyne, mais bon, c'est scientifique. Donc voilà, c'est ce qui est prévu. Et puis la réintroduction de ces 15 espèces se fera progressivement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les 15 d'un seul coup. Sur le programme, il est prévu d'abord 3 à 5 et au fur et à mesure pour aboutir à 15 et ensuite permettre à la nature de faire son travail. Alors certains esprits chagrins, je pèse mes mots, disent bien que ce n'est pas pour le bien de l'animal qui pourrait être mis sous cloche en quelque part. Pas du tout, puisque le Grand Cul-de-sac marin ne constitue pas dans son ensemble une réserve naturelle au sens de la loi sur l'environnement, mais bien un espace de vie où tout un chacun a sa place, comme le lamantin. Alors ce mammifère a vécu à peu près il y a une centaine d'années avec les populations locales. Ce sera l'occasion de revenir sur cet élément de l'histoire. Vous l'avez dit, cela c'était avant, les habitudes ont changé. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que la population mette à mal ces lamantins? Je crois que même si les habitudes ont changé, mais l'homme a compris que la nature a toute sa place et c'est le travail pédagogique que nous faisons auprès des populations locales de ce Grand Cul-de-sac marin pour leur dire que c'est un bioindicateur. C'est aussi un excellent outil pour le développement touristique, puisqu'on le voit sous la Floride et dans d'autres pays, c'est quand même un produit touristique important que de voir le lamantin et son évolution. Donc on aura un gros travail d'éducation et de pédagogie à faire, qui a déjà commencé avec les scolaires, particulièrement, avec les associations, donc la société civile, avec les professionnels et usagers de la mer. Alors pour vous, ça n'est que le début, bien entendu. C'est le début d'une grande et belle histoire que nous souhaitons la plus riche possible et la plus réussie. Ferdi-Louisy, je vous remercie. Merci à vous. Transition toute trouvée. Vous avez parlé de réserve tout à l'heure. Je vous propose de regarder un sujet. C'est en tournant une des séquences du Monde du silence en 1955, ça ne nous rajeunit pas, et ceci autour des îlets Pigeons, que le commandant Cousteau, fasciné par la grande diversité biologique du site, demande la mise en protection de ce dernier. Un demi-siècle après, qu'en est-il de cette idée? Voyons cela ensemble. Un sujet de Thomas Turard.